Prédiction des prochains matchs, conseils fantasy et analyse de la semaine. Fanball, ça commence maintenant. Let's go! À l'émission cette semaine, je vous parle de blessures parce que je suis convaincu que vous êtes à la recherche d'un plan B ou un plan C parce que votre joueur vedette est tombé au combat en fin de semaine. On va tenter de s'entraider. Également, je vous dévoile mon top 6 des meilleures formations de la Ligue et je vous annonce qu'il y a 2 nouvelles équipes qui ont réussi à faire leur apparition dans ce classement. Et finalement, je reviens sur les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre et leur performance médiocre. Bonne émission! Mais avant de commencer l'émission, je voulais vous mentionner que c'est déjà le 20e épisode du balado Fanball. Je voudrais remercier tous ceux qui sont là depuis la semaine numéro 1 de ce projet. J'espère que le contenu s'est nettement amélioré au cours des semaines, mais également ceux qui se sont rejoints en cours de route. L'une des belles manières de m'encourager, c'est justement de partager les épisodes du balado Fanball sur vos réseaux sociaux. Ça serait grandement apprécié, surtout que ça va nous permettre d'agrandir la communauté Fanball et partager un peu plus d'informations sur le football de la NFL et bien sûr nos fantasy football. Bon. Commençons cette semaine en parlant des blessures. Parce que si vous avez une formation qui n'a pas été touchée par un joueur qui s'est blessé en fin de semaine, allez vous acheter un billet de loterie là, parce que vraiment, là, il y a plusieurs joueurs qui sont tombés au combat. Là. Dans 2 de mes fantasy football, j'avais Tank Dell et c'est saison terminée pour le receveur recru des Texans de Houston. Christian Kirk s'est blessé également là, lors de la rencontre de lundi. On se rappelle que Jonathan Taylor était un cas incertain là, il y a une semaine. Finalement, la nouvelle est tombée il y a quelques jours, un peu avant les matchs de la fin de semaine, comme quoi que sa saison était terminée. Peut-être qu'il va revenir à la dernière semaine d'activité, là, mais ça risque d'être saison terminée pour le porteur de ballon vedette des Colts d'Indianapolis. Sinon, il y a toujours Aaron Jones qui est un cas incertain semaine après semaine. Et DeAndre Swift, comme porteur de ballon lors du match contre les 49ers de San Francisco, a subi un plaqué important là, lors des dernières minutes du match. Là. C'était percutant comme contact, tellement que Swift est allé là, sous la tente bleue pour une examination et par la suite, il a décidé là, avec l'équipe médicale que son match était terminé. On aura sûrement plus de détails au courant de la semaine si il a une blessure un peu plus importante. Il y avait Derrick Henry également là, qui s'était replacé depuis quelques semaines avec les Titans du Tennessee. Connaissait de bons matchs, finalement là, a fini la partie là, dans le vestiaire des Titans en raison d'une blessure. Là, on parlait de commotion. Finalement, le verdict est tombé. Pas de commotion cérébrale. Il pourrait revenir dès la fin de semaine prochaine. Donc, au moins, il y a un peu de lumière là, dans son cas. Et Christian Watson, blessure à l'ischio-jambier, qui connaissait toute une performance contre les Chiefs de Kansas City. Ça faisait 2 semaines qu'il connaissait du très bon football et était peut-être un de mes choix là, pour aller chercher justement pour combler des blessures finalement. Et blessure à l'ischio-jambier. On devrait savoir également dans les prochains jours si c'est plus grave ou s'il va manquer quelques semaines d'activité. Et parlons maintenant des corps arrière de la Ligue nationale de football. Je sais que si vous avez un corps arrière qui s'est blessé en fin de semaine, vous vous retrouvez peut-être avec une option là, très mince à cette position parce que depuis le début de la saison, là, je pense qu'il y a eu au moins 10 corps arrière qui sont blessés, 10 corps arrière qui étaient partants dans la Ligue nationale de football. On peut penser à Aaron Rodgers dès la semaine numéro 1, Anthony Richardson, le corps arrière recru là, à la semaine numéro 4 ou numéro 5 là, avec les Colts d'Indianapolis qui s'est blessé, Kirk Cousins, il y avait également Daniel Jones, Justin Fields qui a manqué quelques semaines, Deshaun Watson où il est blessé là, depuis quelques jours également, Joe Burrow, ça fait très mal pour les gérants de fantasy football et là maintenant là, en fin de semaine, 3 corps arrière qui sont tombés, Derek Carr, blessure à l'épaule ainsi qu'une commotion cérébrale. La dernière mise à jour de son état de santé, c'est que son épaule va beaucoup mieux. Il pourrait être de retour en fin de semaine. Par contre, il est toujours dans le processus de commotion cérébrale et doit absolument le passer là, au complet là, s'il veut revenir là, avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. Ça va risque d'être pour en fin de semaine là, son substitut là, à la position de corps
corps arrière pour les Saints de la Nouvelle-Orléans. Sinon, il y avait Kenny Pickett des Steelers de Pittsburgh qui s'est blessé à la cheville. Également, on devrait en connaître un peu plus sur son état de santé, mais ça me surprendrait qu'il soit de la formation partante ce jeudi parce qu'on a une petite semaine pour les Steelers de Pittsburgh. Et lundi, je ne sais pas si vous étiez à l'écoute du match du lundi soir, mais Trevor Lawrence s'est blessé là, en fin de match avec les Jaguars de Jacksonville. C'est un de ces joueurs de ligne là, qui a reculé pour tenter de bloquer un joueur qui a appuyé contre sa cheville. Résultat, Trevor Lawrence n'était pas capable de mettre de poids là, sur sa cheville quand il a tenté de se relever après se plaquer. Et ça risque d'être une mauvaise nouvelle. Là. On parle seulement d'une blessure à la cheville et on devrait en connaître davantage sur son état de santé durant la semaine, mais quand même, ça serait une blessure extrêmement importante là, pour les Jaguars de Jacksonville qui, on se rappelle, s'ils remportaient leur match contre les Bengals de Cincinnati, se retrouvaient au premier rang de la conférence de l'américaine au sommet et aurait été dans une bonne position pour obtenir le congé de la première semaine une fois rendu en éliminatoire. Je me rappelle qu'au début là, de la saison, j'avais mentionné dans le cadre du balado Fanball que ça me surprendrait pas de voir les Jaguars de Jacksonville terminer au premier rang de l'américaine et je me rappelle d'avoir reçu quelques textos par la suite en disant que c'était très ambitieux comme choix et vous l'avez remarqué, là, les Jaguars de Jacksonville se battent pour une position dans le haut du classement de l'américaine et là on avait même une chance de terminer premier. Ça fait mal la défaite contre les Bengals de Cincinnati, surtout contre une équipe sans Joe Burrow, même si son remplaçant a vraiment très bien fait là, en lançant plus de 350 verges par la passe, mais quand même, on devait là, encercler ce match et essayer d'avoir la victoire là, contre les Bengals. C'est certain que si Trevor Lawrence aurait resté dans la partie, les Jaguars auraient eu une meilleure chance de remporter ce match et de terminer au premier rang. Ce n'est pas cause perdue là, pour Jacksonville, mais si Trevor Lawrence est blessé pour le restant de la saison, ça va être extrêmement difficile. On va en connaître un peu plus sur son état de santé dans les prochaines semaines. Donc vraiment, là, vous aurez compris qu'avec cette liste de blessures, il y en a beaucoup. Et si vous êtes dans les chanceux là, qui n'ont pas de joueurs blessés, ben automatiquement, vous avez pris une sérieuse option là, pour remporter votre fantasy football cette année parce que dans certains pools, entre autres dans un, là, je me rappelle, j'ai Tank Dell, j'ai Jonathan Taylor, Aaron Jones, les trois sont blessés. J'avais comme corps arrière le Trevor Lawrence et Kyler Murray. Une chance que Kyler Murray est revenu en forme pour le restant de la saison, mais quand même, il est dans sa semaine de congé. Donc, pour la prochaine semaine, dans ce Fantasy Football, mettons que je pense que c'est déjà une défaite dans mon cas et je vais me concentrer sur le début des éliminatoires. Parlant du début des éliminatoires, j'espère que si vous êtes à l'écoute du balado Fanball, vous êtes dans la lutte pour faire vos séries ou si vous êtes déjà en position, en bonne posture de faire vos éliminatoires, ben félicitations. Mais pour ceux qui sont dans la lutte, je voulais vous proposer quelques joueurs justement pour vous aider là, à remplacer ceux qui sont tombés au combat là, durant la fin de semaine. Les joueurs à surveiller au cours des prochaines semaines, à la position de receveur de passe tout d'abord, j'avais encerclé Christian Watson en regardant la performance en fin de semaine contre les Chiefs de Kansas City et également, là, il avait connu plus de 20 points là, lors de la dernière semaine. Il était toujours disponible, il est encore disponible dans environ 35% des ligues de fantasy football. Je crois que c'est un choix très important, très bon choix. Par contre, il s'est blessé en fin de match contre les Chiefs de Kansas City. Si vous avez une place de plus peut-être sur votre banc, allez le chercher au cas où on aurait des très bonnes nouvelles dans son cas. Sinon, ben on aura tenté le coup pour le receveur des Packers de Green Bay parce qu'on se rend compte qu'à ce moment-ci de l'année, les agents libres, c'est plutôt mince. Hein? On n'a pas vraiment de joueurs vedettes ou de coups de circuit qu'on va vraiment réussir là, à chaque semaine en allant chercher dans les agents libres parce que c'est vraiment très mince. On doit espérer aller chercher des joueurs qui sont des receveurs numéro 2, 3 ou 4 dans une formation et
qu'un des receveurs vedettes de sa propre formation s'est blessé pour qu'on voit ce receveur avoir un peu plus d'occasion de se faire valoir. Mais pour Christian Watson, il était sur une bonne lancée et on voyait que Jordan Love aussi, qu'il est sur ma liste. On nous en parlait tout de suite avec le corps arrière Jordan Love des Packers de Green Bay. Il se sent beaucoup plus à l'aise depuis quelques semaines. Et qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est que Matt LaFleur lui fait confiance également. Lui donne des occasions de tenter les passes dans les zones profondes. Et un joueur comme Christian Watson, avec sa vitesse, pouvait vraiment en profiter grandement. C'est pour ça que Watson est sur ma petite liste des joueurs à surveiller. Je vais surtout surveiller les rapports médicaux durant la semaine pour espérer le récupérer, surtout s'il est disponible. Je vous rappelle, 35% des ligues fantasy football, se retrouve dans les agents libres. L'autre joueur qui se retrouve sur ma petite liste des receveurs à surveiller, c'est le receveur Zay Jones des Jaguars de Jacksonville. Un peu dans la même situation que Christian Watson, ça va dépendre de quelque chose. Ça va dépendre du retour de Trevor Lawrence, mais avec la blessure de Christian Kirk, on a vu Jones prendre la position de receveur numéro 2 de la formation de Jacksonville. Et il est disponible dans 90% des ligues. Donc, si vous êtes dans une ligue à 10-12 formations, ça peut être un joueur intéressant pour aller chercher, du moins pour installer sur votre banc. Et dépendamment si la blessure de Kirk est plus importante, il pourrait justement percer votre formation pour un flex. Ça pourrait être intéressant. L'autre joueur disponible dans seulement 20% des ligues, mais ça m'a surpris de le voir encore disponible justement, c'est Rashid Rice, receveur vedette des Chiefs de Kansas City. Je dis vedette parce que maintenant c'est son receveur numéro 1 à Patrick Mahomes, derrière Travis Kelce, qui connaît quand même une saison selon moi un peu plus décevante. Donc Rashid Rice a plus d'occasions de se faire valoir. Il est disponible encore une fois dans 20% des ligues, donc ça peut être une belle option. J'ai même averti un de mes amis justement d'aller le chercher parce que dans sa ligue de fantasy football, il était toujours disponible et justement la formation d'un de mes amis avait plusieurs blessés et plusieurs spots à combler justement dans sa formation. L'autre joueur comme receveur de passe que j'ai mis sur ma liste, c'est Noah Brown, ancien receveur des Cowboys de Dallas, qui a connu quand même une saison en montagne russe avec les Texans de Houston parce qu'il se retrouve dans une position où il est derrière Nico Collins, derrière Tank Dell, mais là, blessure justement à Tank Dell. Donc, ça pourrait faire en sorte que Noah Brown voit beaucoup plus de ballons lancés dans sa direction. Et c'est pour cette raison que je l'ai sur ma liste à ce moment-ci de la saison. Bon, pour les corps arrière, je vous ai parlé de Jordan Love. Selon moi, si vous avez Trevor Lawrence, si vous avez un Derek Carr, un Joe Burrow dans les dernières semaines qui a tombé au combat, allez chercher Jordan Love. Il est vraiment de plus en plus à l'aise et on lui permet de lancer des longues passes, ce qui fait que ça pourrait être très payant dans votre fantasy football. L'autre corps arrière que j'ai mis sur ma liste, qui est disponible également dans plusieurs ligues, c'est Russell Wilson. Beaucoup plus à l'aise. On vous rappelle que Wilson, c'est rare qu'il lance beaucoup d'interceptions. Il a lancé 3 interceptions contre les Texans de Houston lors de la dernière semaine d'activité. Mais quand même, dépendamment de votre système de comptabilisation des points, a récolté environ 16-17 points avec une mauvaise performance. Donc, Russell Wilson, ça peut être une belle option justement pour la prochaine semaine d'activité. Et pour les porteurs de ballon, si vous êtes mal pris, disponible dans 20% des ligues, A.J. Dillon, surtout si Aaron Jones ne revient pas la semaine prochaine, encore une fois. Dillon, ça peut être une belle option. Connaît pas nécessairement les matchs explosifs qu'on aurait pu penser, mais au moins vous rapporte des points parce qu'il va avoir du volume avec la blessure de Aaron Jones. Sinon, on a le porteur-ballon des Bears de Chicago, Khalil Herbert. 45% des ligues, il est disponible, donc pourquoi pas aller le chercher. Surtout avec un Justin Fields, on semble avoir Herbert qui voit un peu plus de ballon. On se rappelle lorsque c'était le remplaçant de Justin Fields, c'était plutôt Foreman qui voyait le ballon. On avait une blessure de Herbert, mais on semblait que la chimie était moins présente
avec Justin Fields, ça semble cliquer davantage entre Herbert et Fields que entre le remplaçant de Justin Fields et Herbert, justement. Donc, voilà, c'était mes joueurs à surveiller. J'espère que vous allez réussir à aller chercher un de ces joueurs pour vous donner un coup de main, justement, là, vers la fin de votre saison. Il reste, selon les différentes ligues de Fantasy Football, une semaine ou 2 semaines avant vos éliminatoires. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. C'est le dernier blitz et on doit espérer avoir un peu de chance, justement, là, pour réussir à se faufiler en éliminatoire ou à justement consolider notre place en éliminatoire. Bon, parlons maintenant des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Je sais qu'il y a quelques partisans là, qui écoutent le balado Fanball qui aiment bien regarder des matchs des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Je suis d'ailleurs l'un de ceux-là, mais depuis les dernières semaines, c'est vraiment pas facile d'être un partisan des Pats parce que on a vraiment une très bonne défensive, là, surprenante depuis les dernières semaines, mais on a tout simplement une attaque là, digne d'une équipe secondaire, j'ai l'impression, parce que c'est catastrophique du côté de Foxborough. On n'est pas capable d'inscrire des points. Une statistique qui m'a vraiment marqué et qui a circulé depuis les dernières heures là, sur les réseaux sociaux, c'est que c'est la première formation des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre, l'édition de 2023, la première formation depuis 1938, donc depuis plus de 80 ans, à justement accorder moins de 10 points lors de 3 matchs consécutifs et se retrouver avec une fiche de 0 victoire, 3 défaites. Si on le compare à d'autres formations, les Patriotes là, sont la meilleure, la défensive des Patriotes est la meilleure défensive de la Ligue depuis justement un mois d'activité dans le circuit Goodell et c'est la seule formation qui se retrouve avec aucune victoire dans les meilleurs, là, justement, là, au niveau de la défensive. Sinon, on retrouve des formations qui sont exemplaires, là, comme les 49ers de San Francisco, les Chiefs de Kansas City qui n'accordent pas beaucoup de points. Il y a même les Eagles de Philadelphie, les Cowboys de Dallas. Donc, c'est vraiment là, spécial de voir que les Patriotes, malgré une défensive incroyable, ont accordé 6 points en fin de semaine contre Justin Herbert, qui est un des meilleurs corps arrière, selon moi, de la Ligue nationale de football. 6 points seulement. On a limité Austin Ekeler, on a limité Keenan Allen et on se retrouve avec une défaite parce que notre attaque a marqué pas 6 points, pas 3 points, mais 0. C'est vraiment catastrophique pour les Patriotes de la Nouvelle-Angleterre. Par contre, s'il y a un point positif, c'est qu'avec des défaites, on se rapproche du premier rang au repêchage et on aura la chance de repêcher un corps arrière vedette comme Caleb Williams, sinon ben peut-être le receveur de passe Marvin Harrison Jr. Donc ça peut être très intéressant pour les Patriotes de continuer de terminer des matchs avec des défaites, surtout que les Panthers de la Caroline affrontent en fin de semaine, je crois, Atlanta. Donc c'est un match qui pourrait aller chercher là, si une victoire des Panthers, résultat les Patriotes pourraient se retrouver avec le premier rang au total dans le prochain repêchage de la Ligue nationale de football. Donc, ça va être intéressant de surveiller la suite de la saison des Patriotes parce que pour une première fois en plus de 20 ans, là, les Patriotes ont une chance d'avoir un choix top 5 dans le repêchage de la Ligue nationale de football, une situation qui ne s'est pas vue là, depuis vraiment là, très, très, très longtemps. Avant de terminer l'émission, je voulais vous parler justement de l'affrontement entre les Eagles et les 49ers. Il y en a plusieurs qui parlaient de l'affrontement de la saison jusqu'à maintenant dans la NFL. Et les 49ers ont écrasé les Eagles de Philadelphie. Mais avant de s'inquiéter de la performance de Philadelphie, on peut dire que tout était du côté de San Francisco. On se rappelle que la dernière fois que ces deux équipes se sont affrontées, c'était en éliminatoire la saison dernière et on se retrouvait avec le troisième corps arrière des 49ers et le troisième corps arrière des Niners en éliminatoire. Il s'appelait Christian McCaffrey. C'était le porteur de ballon. Donc, rien ne fonctionnait pour les 49ers. On était touchés par de nombreuses blessures et même si on voulait essayer de compétitionner les Eagles, c'était tout simplement impossible justement en raison des blessures. Et dès le match
dès la séance d'après-match, on a senti quelques joueurs des 49ers frustrés, mentionnés. Si on avait eu notre corps arrière numéro 1, si on n'avait pas été blessé, on n'aurait pas été dans cette position-là. Donc, on avait vraiment là, un sentiment de vengeance qu'on voulait faire cette semaine contre les Eagles de Philadelphie. Donc, on était vraiment là, pompé à remporter ce match et finalement, on a vu les 49ers là, sortir en lion là, dès le début du match et remporter, prendre les devants contre les Eagles et par la suite, on a pu regarder par derrière contre la formation de Philadelphie, ce qui fait en sorte que là, l'avantage était pour les 49ers de San Francisco. On avait un match qu'on voulait absolument remporter et pour Philadelphie, on s'entend qu'on avait on était peut-être un peu plus confortable dans notre chaise. On avait 2 défaites de moins que nos plus proches poursuivants dans la conférence de la nationale et même dans la conférence de l'américaine. On avait seulement 1 défaite, 10 victoires. On était comme imbattable, même si on jouait depuis les dernières semaines du football qui était bon, mais qui n'était pas exceptionnel, contrairement à ce qu'on nous a habitués dans l'année passée, mettons, par les Eagles de Philadelphie. Donc, on se retrouvait dans une chaise confortable et notre adversaire, les 49ers, avait le couteau entre les dents et voulait absolument remporter la partie. Donc, résultat, lorsqu'une équipe veut plus remporter le match que l'autre, c'est naturellement l'équipe qui remporte le match, les 49ers de San Francisco. Par contre, ces 2 équipes vont se raffronter en éliminatoire, c'est presque garanti. Et là, ça va être intéressant parce que le match pourrait être soit à San Francisco ou à Philadelphie, dépendamment de la fin de la saison. Mais quand même, on se retrouverait avec 2 équipes qui savent qu'ils peuvent battre l'autre formation, mais qui savent aussi qu'ils peuvent perdre contre l'autre formation si on ne se présente pas. Et là, ça pourrait être un match très intéressant avec seulement une possession d'écart pour le résultat final. Je me surprendrais de voir les 49ers de San Francisco dominer les Eagles en éliminatoire comme on a vu cette semaine. Donc, ça va être beaucoup plus serré. J'étais un de ceux qui mentionnaient que San Francisco avait une chance vraiment de remporter ce match en fin de semaine contre les Eagles, justement parce qu'on voulait prouver quelque chose. Mais en éliminatoire, ça va être un peu plus difficile à prendre la décision. Pour terminer l'émission, on va parler des matchs à surveiller et surtout du match à ne pas surveiller. Le match à ne pas surveiller, c'est le match du jeudi soir entre les Patriots et les Steelers. On risque d'avoir un affrontement entre Bailey Zappi et Mitch Trubisky. Donc vraiment, là, ça va pas voler très haut là, pour cet affrontement entre les Patriots et les Steelers. Sinon, dans les matchs que j'ai à surveiller, je voudrais commencer avec celui entre les Rams et les Ravens à 13h. Je pense que Baltimore est vraiment là, toute une équipe et les Rams également là, connaissent du bon football depuis le début de la saison, sous-estiment souvent la formation de Sean McVay, mais quand même, elle performe semaine après semaine. Sinon, à partir de 16h25, il y a un match entre les Bills et les Chiefs. Ça risque d'être toujours un match qui pourrait passer à l'histoire. On se rappelle entre Josh Allen et Patrick Mahomes, il y a une rivalité qui est très belle à voir, là, surtout comme un partisan là, en voyant les Bills contre les Chiefs. Le match est à Kansas City, donc j'aurais tendance à dire que Kansas City a l'avantage. Sinon, match du dimanche soir, c'est les Eagles et les Cowboys. Et avec une victoire, les Cowboys auraient la même fiche que les Eagles, qui l'auraient cru là, en début de saison, que les Cowboys pourraient être aussi près de la course là, avec les Eagles de Philadelphie. Donc, c'est les matchs que j'ai à surveiller. Rapidement, mon top 6, je vous en parlais là, en début d'émission, il y avait 2 nouvelles équipes. Ça commence avec la position numéro 6, c'est les Chiefs de Kansas City. Avec la défaite en fin de semaine contre les Packers, je n'ai pas eu le choix de descendre la formation de Patrick Mahomes. On sent que c'est un peu plus difficile, surtout à l'attaque pour Mahomes. Les receveurs, depuis les dernières années, on a pris le choix de couper des receveurs, échanger Tyreek Hill, échanger d'autres receveurs qui fonctionnaient justement avec Kansas City, parce qu'on se disait, on a Mahomes, on a Kelsey, on est capable de battre n'importe qui, mais là on se rend compte que au niveau de la profondeur, ça commence à être très mince pour Kansas City. Position numéro 5, apparition dans le top 6, c'est les Dolphins de Miami. Encore une victoire là, très impressionnante en fin de semaine contre Washington. J'étais l'un de ceux, là, je me rappelle la semaine passée, qui mentionnait que Washington, avec un jeu physique, pourrait justement
pas chauffer les Dolphins, mais du moins perturber l'attaque des Dolphins. Ce n'était pas le cas, vraiment pas. Donc les Dolphins de Miami m'ont prouvé en fin de semaine qu'ils font partie de l'élite, ils font partie de la fameuse bulle qui a une chance d'aller chercher le précieux trophée. Position numéro 4, les Cowboys de Dallas. Belle victoire en fin de semaine. Et Dallas, depuis les dernières semaines, justement, montre qu'ils sont capables de gagner de plusieurs manières. Avec la défensive, avec l'attaque. Et même en fin de semaine, c'était pas un match qui était exemplaire pour la formation de Dallas. Mais on est allé chercher la victoire contre Seattle, je crois. Donc, bien joué de la part des Cowboys de Dallas. Position numéro 3, les Eagles de Philadelphie, avec la défaite en fin de semaine contre les Niners, je n'avais pas le choix de les faire descendre un peu, et surtout parce qu'ils sont beaucoup moins spectaculaires que ce qu'ils nous ont habitués la saison dernière. Oui, c'est en raison du calendrier qui est beaucoup plus difficile cette saison, mais quand même, position numéro 3 pour Philadelphie. Position numéro 2, les Ravens de Baltimore. C'est une des belles surprises, selon moi, depuis le début de la saison. Montre qu'ils sont très impressionnants. On n'était pas sûr des transactions en début de saison en allant chercher des receveurs de passe comme Odell Beckham Jr., en repêchant Zay Flowers. C'était la première fois qu'on donnait des armes offensives à Lamar Jackson, et on voit que ça fonctionne très bien pour Baltimore. Et en position numéro 1, avec la victoire écrasante en fin de semaine contre les Eagles de Philadelphie, les 49ers de San Francisco. C'est l'équipe qui, sur papier, a le plus de talent, et lorsque cette formation est en santé, ils sont presque imbattables. Vraiment, là, très belle performance des 49ers de San Francisco, défensive exemplaire, et j'ai hâte de voir si on réussit à rester en santé. Là, cette équipe peut se rendre très loin. Je crois que si ce n'est pas un Super Bowl pour San Francisco, c'est une déception rendue à ce point-ci de l'année. Voilà ce qui complète le 20e épisode du balado Fanball. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je m'appelle Philippe Bessette. J'ai une page maintenant Instagram du balado Fanball où je publie quelques contenus durant la semaine, où je partage des articles intéressants également, là, des équipes avant la fin de semaine. Donc, c'est toujours intéressant là, pour être au courant des dernières nouvelles. Je sais que le balado est publié à chaque semaine le mardi, mais des fois, là, on a une nouvelle de dernière minute, un jeudi, un vendredi soir. Donc, c'est important de suivre la page Instagram Fanball, le balado. Donc, je vous souhaite encore une fois là, une excellente semaine et surtout un bon football.